agenda sur l'eau et l'assainissement. Donc, nous venons d'enregistrer le webinaire et je vois plusieurs de personnes qui sont en train de nous rejoindre. Bonjour, bon après-midi. Merci de nous avoir rejoints. Bienvenue à ce webinaire très important sur l'assainissement et l'hygiène et leur agenda quant à l'action climatique. Je m'appelle Anjani Kapoor et je suis la responsable du SWA et c'est un plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Avant de passer au débat, eh bien, j'aimerais vous expliquer comment ce webinaire fonctionne. Donc, nous offrons l'interprétation simultanée vers l'anglais et vers le français pour la section numéro 1. Vous pouvez accéder en faisant clic sur l'icône interprétation en bas de votre écran. Vous pouvez également utiliser l'application questions-réponses si vous avez des questions et vous pouvez également poster vos questions dans le chat. Donc, nous allons voir maintenant quel est l'ordre du jour. Donc, nous voyons ici l'ordre du jour et j'aimerais vous présenter exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les résultats de la COP 29 et nous allons voir comment nous pouvons donner de la priorité à l'eau et à l'assainissement en préparation de la COP 30. Et donc, nous avons ici beaucoup d'orateurs très importants et prestigieux. Vous les voyez ici à l'écran, du niveau national, régional et international, et qui travaillent sur cet agenda sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Donc, sans plus de retard, eh bien, j'invite Patrick Moriarty, qui est le CEO de IRC, également le président du comité de pilotage sur l'assainissement et l'eau. Il va nous parler de comment nous pouvons offrir l'hygiène, l'assainissement et l'eau pour toutes et pour tous et voir comment les différents secteurs travaillent avec différentes initiatives de haut niveau. Je suis sûr que Patrick va nous permettre d'entamer des débats très fructueux aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, Anjani. Et bonjour une fois de plus, bon après-midi ou bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. C'est un plaisir d'être ici avec vous et de dire quelques mots d'ouverture au nom de l'IRC pour ce webinaire international très important. Comme nous le savons tous, la crise climatique est également une crise de l'eau et de l'assainissement. L'augmentation des températures, le changement des précipitations et autres caractéristiques sont en train de rendre plus difficile l'accès à l'eau et notamment à l'assainissement et à l'eau potable. Comme vous le savez, ce sont les communautés les plus vulnérables qui souffrent le plus. Et le SWA travaille sur cet agenda climat. Nous voulons garantir un accès universel à l'assainissement et à l'eau. Et c'est pourquoi nous devons essayer de réaliser l'objectif du développement durable numéro 6, d'offrir l'eau et l'assainissement et d'offrir ces services dans le contexte de la gestion durable et dans la protection des ressources hydriques. À la COP 28, le monde a adopté un cadre pour la protection de l'assainissement et des ressources de l'eau et a placé l'assainissement et l'hygiène au centre des préoccupations. Et le soin a joué un rôle très important en s'assurant que l'eau et l'assainissement deviennent une priorité dans les efforts de résilience internationaux. Et nous ne pouvons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous devons maintenant transformer ce cadre en une réalité. Comme président du comité de pilotage de soins, il est important d'occuper une position de leadership pour l'assainissement, l'eau et l'action climatique. Et nous avons travaillé avec des présidents et des ministres et également des chefs d'État et leurs initiatives. Au cours du mois d'octobre, avant la COP 30, le SOA va organiser une réunion ministérielle à Madrid avec la présence des ministres de l'Environnement
de l'eau et de l'assainissement pour pouvoir répéter cet engagement avant la COP 30. Et cela nous prépare également à la conférence internationale des Nations Unies sur l'eau de 2026. Nous devons nous assurer que l'eau occupe une place très importante dans les négociations. Donc, je demande à tous les partenaires soit de participer à ce processus, que ce soit au niveau du plaidoyer, de la défense des ressources humaines ou des différents outils qui doivent être utiles pour essayer de lutter, pour protéger les communautés qui sont les plus vulnérables. J'aimerais également remercier tous les orateurs qui nous ont rejoints aujourd'hui. Leur expertise sera vraiment très utile et pour pouvoir créer un changement plein de sens pour l'ensemble d'entre nous. Merci beaucoup, Patrick, pour ces quelques mots d'ouverture et de nous expliquer un petit peu les différents événements qui vont avoir lieu au cours des prochains mois et notamment la réunion interministérielle à Madrid avant la COP 30. Maintenant, nous passons à Alexis Malaboui. Il est le PDG, le secrétaire exécutif du Global Water Partnership Organization, le GWPO. Depuis plusieurs années, Alex a joué un rôle clé entre l'eau et le climat au sein de votre organisation et votre leadership pour plusieurs initiatives, comme par exemple le plan d'investissement en Afrique, eh bien, nous permet d'obtenir des solutions durables dans le thème de l'eau. Je vous passe la parole, Alex. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité. Merci de m'avoir invité, surtout. Et c'est vrai que je n'ai pas été averti avec beaucoup de temps, mais j'ai immédiatement dit oui parce qu'il s'agit d'un ordre du jour très important et nous travaillons avec de nombreuses organisations et nous pensons que le travail qui est fait est très important. Et donc, il est important d'envoyer un message très important depuis mon bureau en collaboration avec d'autres organisations. Donc, merci une fois plus de cette invitation et merci de votre soutien. Il s'agit d'un soutien mutuel et d'un partenariat avec lequel nous travaillons. C'est vrai qu'il est important de voir quels sont les systèmes que nous devons tenir en compte dans cet agenda sur l'eau et l'assainissement et quelles sont les leçons apprises à l'heure de travailler sur l'eau et sur le climat. Quels sont les changements auxquels nous devons nous préparer et notamment dans le programme de l'Union africaine. Et ce partenariat sur l'eau, comme nous l'avons vu au cours des dernières années, a souffert de nombreux changements. L'organisation est en train de miser sur un nouvel agenda transformateur et nous allons essayer d'accélérer l'investissement sur l'eau et le climat. Il s'agit d'un investissement clé, c'est ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Et avec le comité de pilotage, avec d'autres partenaires, nous essayons de catalyser ces programmes d'investissement en Afrique en nous alignant sur les programmes d'investissement internationaux. Notre organisation et les autres initiatives vont être conjuguées en préparation de la G30. Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Eh bien, nous avons besoin de plusieurs choses pour traiter du climat et de l'eau. Nous avons besoin d'un engagement de haut niveau. Les ministres, les chefs de gouvernement, les présidents doivent s'engager. Nous avons également besoin d'un investissement à l'échelle et c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous devons avoir un meilleur investissement à l'échelle pour que les gouvernements puissent ainsi réaliser les projets qu'ils ont conçus. Et enfin, nous devons également mobiliser le financement au niveau national et non pas seulement au niveau international. Donc, il ne s'agit pas seulement des pays industrialisés qui aident les autres pays. Non, nous avons besoin que toutes les parties, que les différents niveaux régionaux, nationaux et internationaux travaillent ensemble.
Les données sont également très importantes. Il est impossible de réaliser des investissements pertinents sans données. Nous avons besoin de données correctes pour pouvoir faire nos prévisions qui seront à la base de ces investissements. Il est donc important pour les pays africains, non pas seulement de mobiliser ces fonds, mais également connaître quelles sont les différentes politiques sur l'environnement qui existent déjà et celles qui devraient exister, et également la participation du secteur privé. Il est également important de savoir quel est le volume d'investissement qui doit être déployé. Donc, ce sont toutes ces données qui sont importantes. Donc, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer l'ensemble de la politique, mais une fois plus, il est important de mobiliser un leadership international au plus haut niveau des différents gouvernements. Et nous l'avons vu en Afrique, nous sommes en train de soutenir ces différentes politiques au niveau de notre continent. Nous avons eu plusieurs sommets sur l'eau dans notre continent. Donc, nous continuons à avancer sur cet agenda et nous allons donc essayer de mobiliser les investissements. Comme je vous le disais, nous avons eu un investissement de 7,2 milliards de dollars dans ce sens pour nous aider à réaliser ces projets. Donc, nous avons pu débloquer ces 7,2 milliards de dollars et donc maintenant nous invitons d'autres bailleurs de fonds, d'autres partenaires à nous rejoindre et pour pouvoir ainsi continuer sur ce chemin de cet agenda transformateur. Merci beaucoup, Alex, plein de passion. C'est vrai que vous parlez de ce financement pour l'action climatique et l'action sur l'eau et l'assainissement et l'importance de l'engagement et des priorités données par le plus haut niveau politique. Donc, merci, Alex, de nous avoir rejoints. Même si l'invitation a été faite il y a très peu de temps, nous frapperons à votre porte dans peu de temps pour continuer à travailler ensemble et continuer à travailler dans le même sens. Je crois que nous avons également un autre orateur. Nous avons Animesh. Donc, Animesh Kumar est le directeur du Bureau sur la réduction des risques des Nations Unies. Il a travaillé sur les différents débats sur l'adaptation internationale sur l'eau et également sur plusieurs résolutions des Nations Unies. Merci, Animesh, d'être avec nous. Et donc, je vous passe la parole et nous nous réjouissons déjà de vous écouter. Donc, je vous rappelle que vous avez la traduction vers le français et vers l'anglais. Donc, merci, Anjani. Merci. Bonjour depuis la ville de Bonn. Donc, j'ai quelques diapositives. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de les partager. Un instant, s'il vous plaît. Donc, j'ai essayé de présenter plusieurs diapositives pour mieux illustrer mes propos. Et également sur l'adaptation internationale. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, pas encore. Donc, nous utilisons beaucoup Teams et donc je suis un petit peu perdu en Zoom. Apparemment, eh bien, cela devrait être à l'écran. Voilà, maintenant nous pouvons le voir. Donc, comme je l'ai dit, nous allons parler de l'adaptation et nous parlons ici de l'UNDRR. Nous allons voir de quoi il s'agit lorsque nous parlons d'adaptation. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes quant à la réduction des catastrophes naturelles sur lesquelles nous travaillons.
Et grâce à cette adaptation, nous pourrions mieux travailler sur ce sujet. Nous avons également conçu des plans d'action et des plans directeurs dans ce sens. Et nous avons travaillé sur plusieurs indicateurs dans ce sens. Ces indicateurs donnent beaucoup d'opportunités pour les personnes qui travaillent sur le thème de l'eau. Donc, pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l'eau, l'assainissement, puisque l'objectif principal de l'adaptation, je crois que je dois changer mon mode de présentation. Voilà, maintenant vous voyez en plein écran. Donc, le premier objectif de notre travail de l'adaptation était l'eau. Et si nous voyons ici les différentes cibles, eh bien, nous avons bien le manque en eau, nous avons également les catastrophes naturelles, nous avons l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'eau potable. Donc, ce sont tous les différents thèmes en relation avec l'eau sur lesquels nous travaillons, mais également d'autres cibles en relation avec l'eau. Vous voyez que l'eau est en connexion avec d'autres. Il s'agit notamment de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de sa connexion avec l'eau, des écosystèmes, une fois de plus, de la santé. Nous pouvons également parler de l'infrastructure et autres cibles. Donc, nous voyons comment les indicateurs vont être cadrés en relation avec ces différentes cibles. Nous continuons à travailler sur ces indicateurs, mais c'est vrai que les indicateurs en relation avec l'eau vont faire partie de ce processus d'adaptation. Nous allons maintenant parler du cycle d'adaptation et des cibles de ce cycle d'adaptation. Nous avons 7 cibles thématiques, comme nous avons vu dans la diapositive antérieure, mais nous avons également 6 cibles en relation directe avec l'adaptation. Il s'agit eh bien, des alertes précoces, de l'évaluation des risques, etc. Et il est important de voir où les indicateurs en relation avec l'eau jouent également un rôle dans les objectifs d'adaptation. Et c'est vrai que les catastrophes en relation avec l'eau représentent 90% des différentes catastrophes qui ont été documentées. C'est vrai que l'eau représente eh bien, une autre proportion de ces catastrophes naturelles, si nous parlons de sécheresse ou d'inondation notamment. Et donc, c'est vrai que les systèmes d'alerte précoce nous permettent d'être un des indicateurs les plus importants. C'est le cas également du monitorage, également du développement et du renforcement des capacités. Nous avons également mis sur pied un nouveau guide technique sur le plan d'adaptation. Il sera terminé en cours de 2025 et nous le disséminons dans quelques mois. Et donc, ce guide d'instruction technique sur l'adaptation est très important et nous savons que ce guide ne va pas se limiter seulement à la planification de l'adaptation, mais que nous allons également inclure d'autres secteurs, l'eau notamment. Et nous allons faire d'une manière où nous pouvons voir l'assimilation de l'eau avec d'autres secteurs, que les différents pays puissent commencer à travailler sur ces différents thèmes. Donc, nous continuons à parler de l'adaptation au niveau national et au niveau international. Nous avons 3 opportunités de l'intégration de l'eau dans les différents processus. Et c'est vrai que l'orateur qui m'a précédé nous a parlé du besoin de données. C'est vrai que cela est très important. Nous avons besoin de ces données. Et cela est évident parce que lorsque nous parlons des pertes et des dégâts, si nous ne pouvons pas quantifier ces pertes et ces dégâts, il est impossible de répondre à la demande quant au soutien qui doit être offert. Donc, des politiques
de données, mais également des politiques au niveau national et le financement. Une fois plus, pour ces trois piliers, nous retrouvons l'eau au centre de leurs préoccupations. Cela nous permettra d'avoir une approche quant à la gestion des risques plus intégrale et pouvoir ainsi réduire les risques d'une manière plus intégrale au lieu de travailler en silo comme nous l'avons fait dans le passé. Il est important d'augmenter nos ambitions et de maximiser les ressources existantes. Comme vous le savez, parfois, le financement n'est pas toujours celui qui est souhaité. Et la partie la plus intéressante est que ces différents objectifs sont là pour essayer de multiplier les ressources et pour essayer de maximiser les ressources existantes, je vous le disais, tout en les extrapolant pour essayer ainsi de répondre à l'ambition que nous sommes fixés. Donc ici, nous voyons les différentes études qui ont déjà été faites. Nous voyons par exemple ici, avec des inventaires, il s'agit donc de plusieurs pays qui ont été étudiés sur différents facteurs, comme par exemple les ODD. Nous utilisons également cette application pour pouvoir donner des données aux différents pays. Nous avons des données, des mesures et des normes quant aux données de pertes et de dégâts, notamment, ou de l'adaptation au niveau international. Ici, nous avons une carte quant aux impératifs politiques. En bleu, nous avons des pays avec des plans sur les catastrophes naturelles. En vert, nous avons les pays avec des plans d'adaptation et en rouge sont les pays qui n'en ont pas. Donc, les pays qui n'ont ni le plan, ni le programme d'adaptation, ni la politique, sont les pays avec lesquels nous devons travailler. C'est là où nous devons travailler avec les différents ministères. Et c'est vrai que les pays où nous avons déjà un de ces outils ou les deux outils peuvent nous aider à travailler avec les pays en rouge. Nous avons déjà beaucoup d'expérience, nous avons déjà travaillé là-dessus depuis plusieurs années. Animèche, est-ce que vous pouvez terminer? Merci beaucoup et j'en suis désolé. Donc ici, nous voyons les différents outils que nous pouvons utiliser, le financement, la mise en réseau pour ainsi permettre aux différents partenaires d'être au courant des actions qui sont prises dans d'autres pays. Nous travaillons notamment avec l'UNOPS et c'est vrai que nous pouvons ainsi offrir l'assistance technique aux différents pays pour essayer de répondre à leurs demandes et notamment pour les personnes qui travaillent dans le secteur de l'eau. Nous avons une demande d'augmentation des capacités dans ce secteur. Nous avons notamment travaillé avec le Vanuatu et donc, cela nous permet d'avoir un meilleur accès au financement. Et donc, il est important, une fois de plus, de travailler sur ce financement. Nous avons notamment le fonds de réponse aux pertes et dégâts. C'est un fonds qui a été lancé à Sharm el-Sheikh au cours de l'année dernière, au cours de la COP 29. Et le fonds pour répondre aux pertes et aux dégâts travaille de manière très cohérente et le vendredi dernier d'ailleurs, le fonds et le réseau Santiago ont signé un pacte de convention entre ces deux différentes institutions. Donc c'est pourquoi je dis qu'il est important de travailler en cohérence et donc nous allons continuer à travailler là-dessus et bien sûr au niveau de la plateforme internationale qui aura lieu à Genève après la réunion de l'Assemblée générale à Bonn et ou si vous avez un intérêt particulier sur le réseau Santiago, vous pouvez entrer en contact avec vous. Merci beaucoup, Animèche. Il y a beaucoup de choses lorsque vous parlez de cette narrative organique de catastrophes naturelles qui sont au cœur de votre travail et de cet impact sur l'eau. Donc, c'est vrai qu'il est important de trouver ces points d'entrée dans les différents secteurs et nous reviendrons avec vous lorsque nous parlerons de la COP 30, mais également de la réunion interministérielle qui aura lieu au cours des prochaines semaines. Donc, merci. Nous savons que vous devez nous laisser puisque vous avez d'autres obligations, mais merci de nous avoir rejoints au cours de ce webinaire. Maintenant, nous passons à notre orateur suivant. Nous avons
Alejandro Jiménez, qui est le directeur de eau, hygiène et assainissement au sein de l'Institut international sur l'eau de Stockholm. Et il travaille également avec le SWA. Alejandro a travaillé à leur d'aider les pays pour essayer de rédiger leur politique climatique en relation avec l'eau. Donc, c'est un plaisir de vous écouter. Alejandro, vous avez la parole. Merci beaucoup et bienvenue à toutes et à tous. Oui, j'aimerais faire quelques commentaires quant à notre expérience à l'heure de soutenir plus de 30 pays au cours des dernières années dans des aspects d'intégration de l'eau et des politiques climatiques. Un des éléments principaux, eh bien, le climat et l'eau et leurs partenaires ne s'asseyent pas toujours autour de la même table. Cela n'est pas quelque chose d'automatique. Et c'est vrai que il est important d'avoir une intégration des processus d'adaptation. Nous l'avons vu, il y a eu beaucoup de coordinateurs. Nous avons eu beaucoup de processus coordonnés. Et c'est vrai que dans les CDN, nous avons vu que le secteur de l'eau n'a pas toujours été présent, mais il est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et bien sûr, cela est bienvenu. Lorsque nous essayons les partenaires de l'eau et du climat autour de la même table, il est important d'essayer d'atteindre la même compréhension. Et cela n'est pas toujours évident. C'est vrai qu'au cours des derniers mois, eh bien, nous avons vu une amélioration de cette situation. Nous avons des définitions communes qui ont été rédigées quant aux services d'assainissement et d'eau. Et nous avons vu comment ils ont pu travailler autour de la même table, en collaborer avec plus de 100 différents partenaires. Et cela nous permet d'avoir une langue commune lorsque nous débattons au plus haut niveau. Mais nous devons continuer à travailler dans la cohérence des politiques sectorielles. Nous avons déjà fait quelques progrès au niveau de notre engagement climatique, les plans nationaux d'adaptation, les plans sur le climat. Et nous voyons également que le secteur de l'eau doit mieux intégrer les risques climatiques dans ses politiques. Et il est important de ne pas travailler seulement au niveau politique, mais également sur le terrain. Il est important de travailler avec les entreprises d'approvisionnement en eau au niveau des villes. Et c'est vrai qu'en général, eh bien, ces entreprises ont moins de capacités financières ou humaines pour pouvoir faire face aux risques climatiques. Je crois que Alex a déjà parlé de nombreux aspects et pour ne pas perdre trop de temps, je voulais simplement partager un dernier point avec vous. Nous devons faire en sorte que nous sommes en train de travailler sur des services résilients au climat lorsque nous parlons des services d'assainissement et d'eau. Mais il est important d'avoir des services de confiance, des services de qualité. Nous devons également avoir une meilleure connaissance des tarifs. Nous devons mieux connaître les entreprises qui fournissent l'eau et donc nous devons connaître toutes ces données pour pouvoir ainsi améliorer notre capacité lutter contre les risques en relation avec le climat. Donc, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Nous devons nous assurer que nous travaillons sur les services d'eau et d'assainissement de qualité qui tiennent en compte les risques climatiques. Et bien sûr, les mécanismes de financement sont très importants parce que dans certains cas, eh bien, cela peut nous aider à travailler sur le thème des pertes et dégâts et de pouvoir ainsi
améliorer les services de l'eau et de l'assainissement. Merci de votre attention et je continuerai à vous écouter tout au long de ce webinaire. Merci beaucoup, Alejandro, pour ces remarques et merci également d'être un membre très actif et le travail qui a été réalisé est un très grand travail. Donc, merci une fois de plus. Merci à nos différents orateurs. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre webinaire. Nous allons maintenant parler de la COP 30 et de sa préparation. Et nous allons également lancer notre appel à l'action pour la COP 30. Maintenant, nous allons écouter notre orateur suivant. Nous avons José Resti. C'est lui qui a organisé le webinaire. Donc, il va nous parler un petit peu des faits marquants de la COP 29. Donc, merci. C'est un plaisir, eh bien, de parler devant autant de participants. Donc, j'aimerais d'abord faire un petit résumé des faits marquants de la COP 29, une COP qui a eu lieu à Bakou en Azerbaïdjan en novembre dernier. C'est vrai que je ne sais pas si vous êtes tous conscients de ce qui se passe à la COP. Donc, il s'agit de la conférence des parties. Les parties, c'est-à-dire les pays signataires de l'accord de Paris et de la Convention sur le changement climatique. Et donc, l'agenda est rédigé par la présidence de la COP. Au cours de la dernière COP, c'est la présidence de l'Azerbaïdjan qui a décidé de cet agenda pour toute la durée de la conférence. Et ils peuvent également lancer des initiatives et différents dialogues. Au cours de cette conférence des parties, il y a plusieurs pavillons thématiques et des pavillons pour les différents pays. Et dans ces différents pavillons, nous avons de nombreux débats et de nombreuses négociations. C'est vrai qu'au cours de la COP, il y a beaucoup de négociations de la part des différents pays sur différents points thématiques très importants. Allons voir un peu quels sont ces points dont nous avons parlé. Eh bien, il y a eu une initiative qui a été lancée par la COP 29 et sa présidence depuis l'Azerbaïdjan. Vous le voyez à l'écran, nous voyons ici les faits marquants de la déclaration de Bakou sur l'eau pour l'action climatique. Ils ont reçu donc le soutien de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, de l'UNEP, du WMO, et il s'agissait eh bien, de pouvoir lutter contre l'impact climatique au niveau des bassins versants. Et cela a été, d'une certaine manière, eh bien, les premières étapes d'une coopération internationale et régionale plus grande. On a également travaillé sur différentes politiques nationales climatiques, notamment les PNA et les PNA et les CDN. Comme vous le savez, l'année dernière était une année très importante pour les CDN, les PNA. Plus de 50 pays ont signé cette déclaration sur l'eau pour l'action climatique. La déclaration qui a été lancée à Bakou a également permis un dialogue sur l'action climatique en relation avec l'eau pour pouvoir ainsi améliorer les débats. J'aimerais maintenant souligner, vous parlez de cette COP qui est un jalon pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l'eau. Et nous allons voir les différents jalons importants, notamment au sein du pavillon sur l'eau pour le climat, vous le voyez à l'écran. Et nous avons notamment pu définir, eh bien, ce terme de secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène résilient au climat. Je vais vous donner plus de détails, vous pourrez le découvrir par vous-même lorsque nous partagerons cette présentation.
Nous avons également lancé un guide de la part du Green Climate Fund, du Fonds vert pour le climat. Et donc, ces instructions, eh bien, nous rappellent l'impact du changement climatique sur toute la chaîne d'approvisionnement, sur le transport, sur le traitement, sur le recyclage de l'eau. Et nous avons donc des instructions qui nous donnent l'opportunité de mieux comprendre l'impact climatique dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Autre lancement très important au cours de la COP, il s'agit bien de l'article analytique sur l'eau et sur la réduction des risques hydriques. Cela nous permet de mieux comprendre pourquoi l'eau est critique en relation avec les mesures de réduction des risques. Et nous avons invité tous les partenaires à participer à différents think tanks pour pouvoir travailler sur ce thème de l'intégration des mesures de réduction des risques avec le thème de l'eau et la contribution des CDN. Ensuite, j'aimerais également vous parler d'autre chose, d'une autre initiative pour savoir le type d'activités qui ont lieu au sein du pavillon de l'eau pour le climat. Ici, nous avons une photo de notre organisation qui y participait. Nous avions notamment ici l'importance de placer l'eau et l'assainissement au cœur de l'agenda de résilience internationale. Nous avons eu des discussions et des débats sur la rédaction des indicateurs et l'identification de ces indicateurs et voir comment nous pouvons atterrir les accords internationaux dans les réalités des différents pays. Donc, comment transformer ces accords internationaux sur le terrain en une réalité. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons de nombreuses négociations sur le climat pendant la conférence des parties et nous voyons notamment une résolution qui était très importante. C'est la résolution sur les objectifs globaux sur l'adaptation. Et nous avons notamment la création d'une série de 100 indicateurs maximum et ainsi, nous avons pu construire ce cadre de 100 indicateurs maximum qui reprennent les différents objectifs de la résilience en appliquant bien sûr cela au secteur de l'eau et de l'assainissement. Nous avons également lancé le dialogue de haut niveau sur l'adaptation de Bakou et il s'agit donc d'un dialogue qui continue à exister d'une COP à l'autre pour continuer les débats. Autre date très importante pour 2025, nous les avons ici. Au cours du mois de mai, nous allons avoir la première série d'indicateurs et de rapports techniques donc, sur l'eau et l'assainissement. Nous devrions également avoir la session préalable de la conférence sur le climat qui aura lieu à Bonn au cours du mois de juin. Nous aurons également notre expo des plans d'adaptation nationaux. Il s'agit d'une feuille de route qui nous prépare à la COP 30 au cours du mois de novembre. Et c'est la dernière diapositive pour vous parler des décisions qui ont été adoptées en ce qui concerne le financement pour le climat au cours de la COP 29. Nous avons adopté plusieurs décisions en relation avec le financement. Nous pouvons parler de plus de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour soutenir les différents pays en voie de développement à l'heure de réduire le risque et de s'adapter au changement climatique.
Nous avons également progressé énormément dans les mécanismes du marché carbone et cela permet ainsi de réglementer ce marché du carbone au niveau international. Et n'oublions pas non plus le fonds sur les pertes et dégâts qui également a été débloqué avec le financement de projets début 2025. Nous passons maintenant à Juliette Willets. Elle est chercheuse et directrice de l'Institut pour un futur durable à l'Université technologique de Sydney. Et très récemment, elle a élaboré avec nous l'agenda sur les thèmes du climat et de l'eau. Juliette a joué un rôle très important à l'heure de soutenir le travail qui était fait et de travailler sur le thème de l'assainissement et de l'hygiène. Elle va d'ailleurs nous en parler. Bienvenue, Juliette, vous avez la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais bien essayer de parler avec vous de la définition des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène résilients face au climat. Et pourquoi nous avons besoin de cette définition? Eh bien, si vous travaillez sur le thème de l'eau, vous savez que le climat a déjà un impact sur les différents systèmes hydriques, que ce soit par des catastrophes, par l'augmentation des températures. Toutes ces données, toutes ces caractéristiques ont déjà un impact sur la vie des personnes. Et c'est pourquoi nous avons ainsi une définition commune. Ce n'était pas le cas dans le passé. Chaque organisation avait une définition différente. Maintenant, nous parlons tous et toutes la même langue et cela nous permet également d'avoir une voix unie lorsque nous parlons avec d'autres secteurs. Et il est important de placer l'eau au cœur de nos priorités. Et c'est vrai que l'eau et l'assainissement doivent faire partie des priorités au niveau national et international. Et il est important, grâce à cette définition et grâce à cette priorité, de mieux comprendre les plans d'action. La définition, donc, est une définition capturer l'adaptation, également les interventions de réduction, et également l'aspect climatique. Nous ne parlons pas seulement de la structure de l'eau, il faut faire des références à d'autres services, au gouvernement, à l'engagement communautaire. Et donc, vous voyez ici la définition à l'écran pour mieux comprendre cette définition commune. Il est important de souligner certains mots comme anticiper et s'adapter, utiliser les évaluations des risques climatiques pour prévenir les défaillances des services. Il est important également de voir que nous allons pouvoir ainsi prévenir ces catastrophes, ces chocs après des catastrophes. Le mot transformer est également important et c'est vrai que nous devons faire face à cette carence en eau en formant nos services. Donc, ces différents mots sont importants lorsque nous réfléchissons à l'amélioration des services. Dans la définition, nous voyons également minimiser les émissions pour reconnaître ainsi que les systèmes WASH contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Nous avons également des mots comme priorité à l'équité. Il est important de prioriter les populations les plus vulnérables. Et ces populations vulnérables sont celles qui sont les plus touchées par la passion de l'eau et de l'assainissement liés au climat. Donc, pourquoi avoir une définition commune va nous permettre de mieux travailler dans le secteur de l'eau? Bien, cela va nous permettre de
de créer de nouvelles opportunités au niveau des CDN et également au niveau de la construction de plans nationaux d'adaptation et pouvoir également attirer plus de financement dans cette infrastructure de l'eau et de l'assainissement. Et des mécanismes comme le fonds vert ou le fonds d'adaptation, eh bien, ces mécanismes de financement vont jouer un rôle très important. Il s'agit de fonds qui travaillent avec des données pertinentes pour nous permettre d'attirer ce financement. Et une fois de plus, avoir une définition commune va nous permettre de renforcer ce mécanisme d'attrait de financement. L'OMS et l'UNIEF et le GMC et permettre d'examiner les différents indicateurs sur les services WASH et le climat. Et une fois de plus, cette définition nous permet de contrôler ces différents indicateurs. Et enfin, il est également important de promouvoir un alignement sur les programmes communs des différentes organisations. Cette définition est un outil qui permet d'orienter l'action au niveau national et mondial. Donc, quels sont les prochains pas à suivre? Nous devons essayer de faire un plaidoyer pour les différentes intégrations politiques. Nous devons nous assurer que les pays incluent le thème de le WASH dans WASH résiliente au climat dans leur politique WASH, dans les CDN, dans leurs plans nationaux d'adaptation, propositions pour le financement. Et il est important également d'avoir une collaboration internationale renforcée en travaillant avec la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP30 et également autres processus des Nations Unies en relation avec ce travail. Et une fois de plus, la définition peut nous aider à réaliser ces différentes étapes. Il est important d'avoir ces indicateurs, mais également de travailler sur le financement, de mobiliser ce financement pour le climat. Et une fois de plus, cette définition et la connaissance de l'impact du changement climatique nous donnent la possibilité de travailler avec de nombreux acteurs pour essayer de mobiliser des fonds pour essayer de prendre des actions dans ce secteur. Donc, voilà, merci de votre attention. J'espère que nous continuerons à travailler dans ce sens. Merci beaucoup, Juliette, pour votre expertise et pour votre initiative de faire partie de ces différents programmes. Maintenant, j'aimerais accueillir deux oratrices, Patience Mukuyu, qui est analyste politique responsable de WaterAid, et elle est également une participante sur l'autre. Nous avons également Anna Plotnikova, qui est responsable des affaires environnementales au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, l'UNESC. Elle va nous parler de l'appel à l'action qui est sur la base d'une étude qui a été publiée par plusieurs agences des Nations Unies et notamment par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il s'agit donc d'un appel à l'action pour l'ensemble des partenaires pour qu'ils travaillent au niveau national sur les plans nationaux d'adaptation et sur les contributions déterminées au niveau national. Donc, merci à toutes les deux. Merci. C'est un plaisir et un honneur de là. Je vais passer à la présentation et je reviendrai. Donc, j'éteins ma caméra et je reviendrai par la suite. Donc, nous pouvons commencer avec quelques définitions pour savoir exactement de quoi nous parlons. Et c'est vrai que les autres orateurs ont déjà fait un très bon travail à l'heure de recadrer le contexte. Un plan national d'adaptation est un processus stratégique qui aide les pays à identifier et à hiérarchiser les mesures d'adaptation aux effets du changement climatique, alors que les CDN
Ce sont des contributions déterminées au niveau national qui décrit les engagements climatiques d'un pays dans le cadre de l'accord de Paris en mettant l'accent sur les objectifs d'atténuation et d'adaptation. Pourquoi intégrer l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les PNA et les CDN? Eh bien, nous l'avons déjà entendu de la part d'autres orateurs, l'eau et l'assainissement sont essentiels à la résilience climatique qui ont un impact direct sur la santé, les écosystèmes, le développement durable. Et pourquoi est-ce que 2025 est-il un moment clé? Eh bien, l'appel de la COP 28 nous a porté à réviser les CDN d'ici 2025 et pour que tous les pays élaborent des plans nationaux d'adaptation qui offrent une occasion unique aux acteurs des secteurs de l'eau, de l'assainissement et du climat d'aligner leurs efforts et de rehausser leur niveau d'ambition. Next slide, please. So, given this background, in the last year, Au cours de l'année dernière, 4 organisations, WaterAid, la CE-ONU, c'est-à-dire la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, l'Institut de l'environnement et le secrétariat de l'approche sectorielle, ont travaillé sur différentes analyses dans le même but, pour mieux comprendre comment l'approvisionnement en eau et l'assainissement sont actuellement intégrés dans la politique climatique. Et les résultats préliminaires ont déjà été présentés au cours de la COP 29 et, ces résultats ont donc été présentés au cours d'une session conjointe au pavillon de l'eau du mois de novembre dernier, comme je vous le disais. Maintenant, nous allons voir l'analyse qui était faite de la part de la COP. Nous voyons ici comment l'eau et l'assainissement sont intégrés dans les politiques du climat. Dans cette analyse, nous avons également travaillé sur l'intégration de la gestion des eaux transfrontalières et la coopération. Cette analyse a été développée notamment par l'Institut de l'environnement de Stockholm, avec des données de toutes les CDN soumises à la CNUC, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au 31 mai 2024. Et ces données représentent 144 pays qui ont été analysés. Et nous voyons une faible intégration de ces domaines thématiques dans les CDN. Et nous voyons en rouge, vous pouvez voir un grand pourcentage des CDN qui ne couvrent pas du tout ces différents thèmes de gestion pour les différents thèmes de l'eau et de l'assainissement. Donc, il y a une priorité élevée. Une priorité élevée, cela veut dire que nous sommes en train d'analyser 3 activités au plus incluses dans le plan national d'adaptation. La priorité moyenne, il s'agit de 2 activités et faible priorité, une seule activité incluse dans le plan. Diapo suivante. Dans le travail conjoint qui a été fait avec l'Institut de Stockholm, eh bien, nous voyons comment, ici à l'écran, nous voyons que nous avons identifié 8000 activités décrites dans les CDN, dans 144 pays. Nous les voyons ici à gauche, mais seulement 168 activités sont liées aux ZDD 6.2 et 6.3 qui parlent de l'hygiène et de l'assainissement. Et cela signifie que seulement 2% des activités des CDN sont liées aux priorités en matière d'assainissement et d'hygiène. Et cependant, les activités liées à l'assainissement représentent plus d'un quart de toutes les activités liées à l'ODD 6. Diapo suivante. Maintenant, si nous passons au plan d'adaptation nationaux, les PNA, eh bien, nous voyons que le CONU a analysé 58 PNA qui ont été soumis à la CNUC en octobre 2024. Et nous voyons que les PNA intègrent davantage l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène, ainsi que la gestion et la coopération en matière d'eau transfrontalière en comparaison avec ce que nous avons vu avec les
Et une fois de plus, nous voyons les différentes priorités pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène, ainsi que la gestion des ressources hydriques lorsque nous parlons des plans des nationaux d'adaptation. Et les CDN sont les responsables des efforts de réduction, mais ils pourraient également participer aux efforts d'adaptation. Nous voyons une fois plus les différentes priorités. Je vous le disais, priorité élevée, priorité moyenne et faible selon les activités qui sont incluses dans les différents plans nationaux d'adaptation. Donc, nous avons vu les différentes tendances dans les différentes CDN et dans les plans nationaux d'adaptation. Ici, sur cette diapositive, nous voyons bien une évaluation qui est faite des différentes intégrations, les différents critères d'intégration qui peuvent être utilisés pour pouvoir réaliser ces plans nationaux d'adaptation et dans les CDN également. Cela nous donne donc des instructions grâce à ces indicateurs. Donc, nous voyons que les PNA et les CDN doivent adopter une position de consultation et d'inclusion. Il faut également travailler avec une intégration entre les différents secteurs pour voir les bénéfices de cette adaptation WASH au niveau de la santé ou de la sécurité alimentaire. Et c'est vrai que ces différents indicateurs vont nous aider à mieux travailler sur ce deuxième aspect, sur ce deuxième critère et de nous assurer que les PNA sont adaptés. Nous devons également adopter des interventions qui tiennent le genre en considération. Il est important de développer des indicateurs qui tiennent en compte le genre. Ces indicateurs vont pouvoir nous indiquer combien de femmes, d'hommes ou d'enfants vont se bénéficier de cette intervention qui est proposée. Il est également important d'identifier des interventions qui tiendront en compte les ressources nécessaires selon le genre des bénéficiaires. Nous devons également mobiliser des ressources au niveau nationaux. Et il s'agit là du point suivant. Nous avons vu, comme l'a dit Alex, que pour l'instant, la situation est assez encourageante. Nous voyons que les gouvernements ont déjà identifié différentes conditions pour le financement des projets WASH. Et enfin, même si nous sommes déjà en phase de développement de ce cadre, il est important d'avoir un alignement des indicateurs et des interventions avec les différents cadres des résiliences climatiques globales. Cela nous permettra ainsi d'être plus résilients et plus cohérents. Il est important que les différentes mesures s'alignent avec les différentes thématiques et les différentes cibles. Et enfin, des différentes études qui ont été réalisées, nous avons extrait plusieurs recommandations. Il est important d'incorporer et de renforcer les évaluations du climat et de l'eau et également de promouvoir un engagement des différents partenaires qui soit plus inclusif. Nous voulons également développer une vision partagée pour l'adaptation et la réduction et créer également des PNA et des CDN qui travaillent en coopération à l'heure de mettre en vigueur ces différents cadres. Et enfin, il est important de pouvoir garantir ce financement pour des programmes. Et maintenant, j'aimerais vous passer la parole à Anna, qui nous parlera bien, de la gestion de l'eau et de sa perspective transfrontalière. Merci beaucoup, Patience. Merci, chers collègues, de m'avoir invité. J'aimerais
souligné plusieurs points sur les aspects transfrontaliers et également vous parlez à la suite des recommandations qui ont été faites par patience. Il est donc important d'inclure cette évaluation transfrontalière des bassins versants et des différents fleuves. Il est également important de développer et de réviser plusieurs accords transfrontaliers pour les différents pays riverains et il est important donc de parler avec les différentes organisations de bassin pour pouvoir ainsi obtenir la participation d'autres partenaires. Il est également important d'harmoniser les objectifs de réduction des risques et d'adaptation entre les différents pays et de financer des projets transfrontaliers. Donc, il est important d'établir cette définition qui a été faite par l'UNC. Diapo suivante. Nous voyons comment nous pouvons soutenir les différents pays à l'heure d'intégrer cette perspective frontalière. Cela peut être fait grâce à la Convention sur l'eau et notamment sur l'atelier mondial sur le renforcement de la résilience climatique en mettant l'accent sur les inondations et la santé. Cela aura lieu le 19 et le 20 mars à Genève et également la 15e réunion du Task Force sur l'eau et le climat. Et il s'agit donc d'une réunion des différents ministères et des différents cadres intergouvernementaux qui auront lieu le 21 mars 2025 à Genève. Et vous êtes bien sûr le bien invité. Donc, je vous rappelle cet atelier du 19 au 20 mars qui précède donc cette 15e réunion. Ces deux événements ont une séance sur les CDN et sur les PNA et en intégrant l'aspect transfrontalier dans ces différents aspects. Dans le chat, je vais poster les différents liens et vous pouvez entrer en contact avec nous si vous avez d'autres questions. Merci. Merci beaucoup, Patience, et merci beaucoup, Anna. Et bien sûr, vous pouvez voir toutes les adresses e-mail si vous avez d'autres questions, si vous voulez entrer en contact avec le secrétaire du SWA ou avec les orateurs qui m'ont précédé. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie de notre webinaire. Nous allons avoir une discussion parmi les membres de notre panel que je vais modérer. Nous avons des représentants du Malawi et de l'Ouganda notamment, et donc nous allons avoir une modération de ce panel très intéressante. Merci beaucoup, Adjani. C'est vrai, c'est un plaisir de commencer ce nouveau chapitre du webinaire avec un dialogue direct avec deux collègues de l'Ouganda et du Malawi. J'aimerais d'abord vous présenter Martha Naigaga, qui est responsable de la santé et de l'environnement. Elle a travaillé depuis plus de 20 ans au sein du ministère sur l'eau et l'environnement. Et nous avons également avec nous Max Wenga, qui est le directeur de politique et de planification sur l'eau et l'assainissement au Malawi. Max est spécialisé dans les recherches économiques et la planification au sein du gouvernement du Malawi depuis plus de 15 ans. Donc, j'aimerais vous voir à l'écran et j'aimerais passer la parole à Martha et à Max également. J'aimerais connaître un petit peu votre expérience au sein de l'Ouganda. Comment est-ce que vous avez pu travailler avec des participants dans votre pays et cela pourrait inspirer les personnes qui nous écoutent des quatre coins du monde? Nous savons que vous avez travaillé cette rationale sur le climat pour l'approvisionnement en eau, pour l'assainissement. Donc, Martha, vous avez la parole. Expliquez. Nous savons que vous avez travaillé à la construction de cette narrative
et pour ce lien entre l'assainissement et l'eau. Et cela vous permet d'avoir un outil très utile pour l'intégration de l'eau et de l'assainissement dans les politiques nationales. Et c'est vrai que l'Ouganda est un des pays qui est en train de préparer un plan national d'adaptation sur l'eau. Donc, en quelques minutes, comment est-ce que vous pourriez partager votre expérience? Comment est-ce que vous avez pu réaliser ce Thank you very much, processus? and good Merci afternoon, beaucoup. Bon viewers and après-midi listeners, and all the members that are participating in this et webinar. bonjour à toutes les personnes qui I participent à ce would webinaire. like to walk us through the journey that Uganda has taken when we were Donc, c'est vrai developing the que climate rationale. l'Ouganda a développé cette It was narrative, mainly comme from vous le the fact disiez, that WASH was et highlighted en as one of utilisant the les most principes vulnerable and du high-risk WASH. sectors, Et il and s'agit également de the travailler sur les vulnerability secteurs les risk plus assessments vulnérables. conducted by the Office of the Prime Nous avons Minister of donc Uganda, réalisé but une also from the recherche sur la fact that vulnérabilité des différents the stated secteurs de la part du gouvernement. national determined contributions Et nous avons également développé un plan de previously, when we had contribution our first nationale en NDCs developed, 2022. we did not consider Cela, power as a priority sector. à This was l'époque, cela n'était pas encore highlighted and considéré comme confirmed WASH, mais nous avons souligné ces the différents NDC thèmes reported et nous officially avons our travaillé national avec les framework on the différentes climate. CDN So pour la it has rédaction de been notre also plan highlighted that national sur water le is the climat. main L'eau priority sector, and our est adaptation un in the NDCs C'est un was thème that que as a nous trouvons country, dans de nombreux adaptation secteurs et is our également key pour la construction priority de notre action plan national ability to d'adaptation. guide Et nous avons donc identifié response plusieurs to actions climate change. nécessaires en réponse au So changement climatique. our climate risk and vulnerability assessment has also been conducted L'évaluation for the des WASH risques sector, which is face au conducted as climat phase one ont for the WASH été sector, réalisées. and we did this Nous with en support avons from déjà réalisé UNICEF, six plans UNFCCC, and it has been d'évaluation a des consultative process risques. that involved both Et il state and s'agit d'un processus non-state actors, and consultatif also avec la involved participation de consultation with plusieurs both at the acteurs regional and au at the niveau national national et au niveau and régional local governments. et également So des our climate gouvernements risk and locaux. vulnerability Cette assessment, when carried évaluation by des risques Uganda, et de la vulnérabilité nous a phases permis in the eh WASH bien, de sector, and souligner les including for problèmes us auxquels in nous faisons Uganda, face dans it le has mainly secteur de been l'eau. Et flooding, en drought, Ouganda, nous avons des problèmes de erosion, and sécheresse, landslides. And d'inondation, in de that assessment, we pollution went further de to l'eau et identify également also areas, d'érosion. Et sensitivities, c'est pourquoi vulnerabilities, and nous avons impacts pu identifier on different l'impact et communities la and vulnérabilité ecosystems. des différentes communautés And face à here ces situations. in the NDC, Dans key priority actions and commitments les were highlighted, CDN, différentes and as a priorités ont country, we été have gone soulignées, ahead to différentes develop actions prioritaires sector-specific également hubs. pour We went avoir ahead des to PNR the Lead spécifiques aux Hub différents secteurs. and followed by the Et one for Ministry of Health, the nous en HMR, avons and un PNA qui a été right développé au niveau du behind ministère de la Santé, delivering the par WASH map, exemple, et nous avons également user développé plans d'autres stage. PNA In there, dans we have been able to d'autres coordinate also secteurs adaptation et actions nous avons ainsi pu that have come lancer also des frustrated. mesures Then we also know d'adaptation now how et to implement them nous and avons vu comment nous increase the pouvions adaptive capacity en in vigueur case ces of communities différentes that face actions pour sensitive pouvoir areas of improvement. lutter contre le changement This climatique process avec also plus de helped us résilience. to implement commitments in the Nous NDCs, avons and également pu relatively, we were able to improve our rédiger des rating from the engagements au national sein level, des but CDN also au on the niveau global national, stage. mais également au niveau international. During the process of developing Et our climate pendant rational, le we were processus de able to développement de identify notre actions narrative, nous avons to pu boost identifier différentes vulnerability and actions increase en resilience, relation so that's avec the la capacities, vulnérabilité, but also l'augmentation de la variety ways résilience, of le linking all of this renforcement to des our capacités, overarching mais development plans as a également country. d'intégrer cela dans les We différents are plans de now développement de right on notre pays. NDC 3, but it is ending up this year, and we are already in Et advanced je suis désolé, mais le son est en train de se couper. meeting our NDP Le son de notre oratrice est interrompu et malheureusement, je ne peux plus vous traduire. Martha, je crois que nous avons un problème has led to technique. a lot of integration in the but also climate actions Nous avons at pu the ainsi local réaliser levels des in the plans districts, but d'intégration au also niveau at the national local, level.
au niveau des différents Regarding districts et our également au niveau national. climate change En policies, ce qui concerne notre we now politique sur have le what we climat, call activated codes for adaptation. In the nous plans, avons we des have been able plans to d'adaptation et activate a clause as the budget output codes. nous a permis Previously, également de we were not débloquer les able to budgets track how nécessaires. money or budgeting is happening for the different adaptation measures in the Et different budgets of the c'est vrai que different nous avons dû agencies. travailler sur le But financement pour because ces of différentes the training mesures rationale that we developed, we are d'adaptation. able Grâce à now la narrative que nous avons look into développée, different eh bien, nous avons budgets and pu see examiner les overall how différents is it being budgets taken care of, et how is voir climate comment action is being les taken care of. différentes actions pour le Also climat sont regarding prises en our work, compte grâce but au also financement how disponible. expenditures are made within the budget systems, both at the national Et and the subnational level. nous avons pu examiner cela au niveau Currently, now, national et régional. with that, we issue certificates of climate Et compliance nous pouvons and budget maintenant framework émettre des papers, and certificats we go through de the specific respect programs du as highlighted climat in our national à différents development plan secteurs et on an entreprises. annual basis. Thank you Et very much. nous réalisons également un plan Thank you de so much, Madam développement Warren. It's a very good journey that you annuellement. Un have incroyable voyage que vous avez parcouru et vous êtes sans aucun doute une inspiration pour les différents pays. Vous avez parlé de l'importance de comprendre, d'évaluer la vulnérabilité des différentes communautés. Cela vous a permis, eh bien, de prendre des actions au niveau de la politique sur l'eau pour réduire cette vulnérabilité et vous avez pu ainsi intégrer cela dans les CDN et vous avez pu ainsi développer différents plans nationaux d'adaptation. Et vous avez également fait une analyse des coûts pour le financement. Donc, je crois que eh bien, cela va servir d'inspiration pour les autres pays. Maintenant, nous passons à vous, Max. Et j'aimerais vous poser la même question, Max. Qu'est-ce que le Malawi a fait quant à la révision des CN et des plantations nationaux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans votre pays? Je crois qu'il est important de souligner la position du Malawi et d'ailleurs le président va signer une convention présidentielle sur l'eau et l'assainissement à l'heure d'intégrer l'assainissement et l'eau et le climat à l'heure d'élaborer des mesures de réduction. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler du voyage du Malawi sur ces différents thèmes. Donc, il est important de partager votre expérience avec ce public qui nous suit. Merci beaucoup. Donc, salutations depuis le Malawi. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette conversation aussi importante. C'est vrai que le Malawi est en train de réviser les CDN dans l'ensemble du pays. Et pour l'instant, nous venons de commencer cette révision en définissant le travail de la COP avec le soutien des différents partenaires, NUT notamment, et nous sommes également soutenus par d'autres partenaires. Et le ministère sur les ressources naturelles et le changement climatique est le point focal de ces différentes actions. Il a reconnu l'importance de l'eau et de l'assainissement. C'est vrai que ce sont des secteurs qui sont prioritaires dans ce processus. Bien, pendant que je vous parle, nous sommes en train de réfléchir sur la révision des premières SCDN et l'intégration de l'assainissement et de l'eau dans leur travail. Et je crois que nous allons voir les thèmes de la WASH vont être à l'avant de la scène plus que dans le passé. Et nous ne pouvons pas parler d'action climatique sans tenir en compte le secteur WASH. Le Malawi a souffert
une série de catastrophes naturelles. Et c'est vrai que notre État était un des pays les plus touchés dans la région. Et cela a conduit à donner une priorité au secteur de l'eau et de l'assainissement dans ce contrat présidentiel dont je vous parlais. Après ces catastrophes naturelles, eh bien, les principaux partenaires ont reconnu l'importance de ce thème. Nous avons perdu beaucoup d'infrastructures WASH. Cela nous a fait reculer dans les efforts d'atteindre l'ODD 6. Nous avons isolé plusieurs thèmes et sur lesquels nous allons essayer de réfléchir et d'inclure dans les CDN en mettant l'accent notamment sur les priorités de la résilience climatique pour ces infrastructures. Ce sont les thèmes qui ont articulé la révision des infrastructures de l'eau et de l'assainissement dans les différentes zones et notamment dans les zones rurales. Donc, il s'agit non pas seulement d'un thème au niveau rural, mais également au niveau national. Et nous avons vraiment porté ces différentes initiatives au plus haut niveau. Nous avons des initiatives au niveau national. Les priorités mettent l'accent sur le lien entre les interventions qui ont été proposées et les bénéficiaires et voir également si ces interventions proposées sont résilientes face au climat. Nous avons reçu beaucoup de soutien et nous sommes en train d'arriver aux dernières étapes de ce contrat présidentiel qui sera signé et lancé. Donc voilà, c'est l'expérience du Malawi. Merci beaucoup. Vous avez également mis l'accent sur pourquoi, eh bien, un pays qui est touché par le changement climatique a fait énormément de progrès. Grâce à votre évaluation et grâce à l'évaluation qui a été faite, vous avez pu donner la priorité à des actions, non pas seulement au sein des CDN, mais vous avez également placé la résilience climatique dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au plus haut niveau du chef de l'État qui mobilise différentes initiatives et différentes actions pour que l'eau et l'assainissement soient incorporés dans les politiques gouvernementales. Vous avez mis l'accent sur cela, l'intégration de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement dans les politiques climatiques, mais également l'intégration de la politique climatique dans les politiques sur l'eau et l'assainissement au niveau national. Donc, félicitations et merci d'avoir partagé cela avec nous et nous voulons continuer à travailler avec vos deux pays, en Ouganda et au Malawi. Je crois que Martha et Max, vous avez apporté une contribution très intéressante. Merci à tous les deux. Merci. Merci Martha, merci Max. Nous avons beaucoup de questions et nous essayons d'y répondre dans l'aspect questions-réponses. Continuez à les poser, nous y répondrons. Maintenant, nous allons réaliser une session interactive. José, vous allez partager avec nous la question. Donc ici, vous voyez la question qui est apparue à l'écran. Il s'agit de répondre à cette question. Nous allons essayer de comprendre, grâce à ce sondage, quel est l'état du progrès dans les différents pays et voir quelles sont les lacunes des plans nationaux d'adaptation. Je vois déjà des personnes qui répondent. Donc la question de savoir, est-ce que vous pensez que l'eau et l'assainissement sont déjà intégrés dans vos politiques climatiques nationales, c'est-à-dire au niveau des CDN et des PNA? Donc, tout à fait intégrés, partiellement intégrés, une intégration limitée.
pas intégré du tout ou je ne sais pas. Donc, je vous répète la question, le niveau d'intégration de l'eau et de l'assainissement dans vos politiques nationales sur le climat. Intégration totale, partiellement intégrée, intégration limitée, pas intégrée du tout ou je ne sais pas. Et ainsi, nous comprendrons le niveau d'intégration dans les politiques nationales. Nous terminons avec cette question. Nous avons déjà reçu plus de 100 réponses et nous allons partager les résultats. J'espère que vous pouvez voir les résultats à l'écran. Donc, nous voyons que 11 personnes sur 101, qu'il y avait une intégration totale. 37 personnes ont parlé d'une intégration partielle et 6 personnes ont parlé d'une intégration nulle et 29 ont parlé d'une intégration limitée. Question suivante de notre sondage. José, est-ce que nous pouvons passer à la deuxième question de notre sondage? Voilà, non, il s'agit là des résultats de la première question. Je ne sais pas si nous avons un problème technique avec le partage de la question. Donc, il y a beaucoup de questions. Voilà, nous avons ici la question. Donc ici, nous allons essayer de comprendre si votre organisation participe à la révision des CDN ou des PNA. Donc, la question est la suivante. Est-ce que votre organisation participe à la révision continue des CDN de notre pays ou la formulation des PNA? Oui, nous sommes activement engagés. Nous avons été consultés, mais nous ne participons pas. Nous aimerions participer, mais nous ne savons pas comment nous engager. Nous ne participons pas. Ou, dernière possibilité, mon pays n'est pas en train de réviser les CDN ni de formuler des PNA. Et ainsi, nous voyons comment les secteurs de l'eau et de l'assainissement s'engagent dans les PNA, dans les CDN. Donc, nous avons déjà reçu quelques réponses, essayons d'en recevoir plus. Nous avons terminé avec ce ici. Donc, nous voyons 99 personnes qui ont répondu. Nous partageons les résultats. Donc, nous avons 32 personnes qui nous disent qu'elles sont engagées de manière active dans ce processus. 14% ont été consultés mais ne participent pas de manière directe. 23% disent qu'ils ne participent pas du tout et 5% disent que mon pays ne participe pas encore à la révision des CDN ou des PNA. Nous passons à la question numéro 3. Donc, nous comptons sur vos compétences techniques pour partager cette question avec nous. Voilà, nous avons la question numéro 3. Il s'agit de l'intégration du climat dans l'approvisionnement en eau. Pour vous, quel est le plus grand enjeu à l'heure d'intégrer la résilience climatique et la réduction des risques dans les politiques d'assainissement et d'approvisionnement en eau? Alors, nous commençons avec un manque de volonté politique et de leadership, un accès limité au financement climatique pour les projets sur l'assainissement et l'eau, une mauvaise coordination entre les partenaires de l'eau, l'assainissement et du climat, un manque de capacité technique pour développer des politiques en réponse au changement climatique. Autre, vous pouvez écrire cela dans le chat. Donc, continuez à répondre avant que nous puissions passer à la réponse. Nous terminons avec cette question. Nous allons partager les résultats. 105 personnes ont répondu. Nous voyons que 23% des répondants parlent d'un manque de volonté politique et de leadership. Il s'agit pour eux de l'enjeu principal. Et c'est pourquoi il est important de renforcer la volonté politique
D'autres parlent d'un accès limité au financement. On parle également d'une mauvaise coordination entre eau, climat et assainissement. Donc, cela a été très rapide, mais cela nous a permis d'obtenir de l'information de l'ensemble d'entre vous. Donc, merci beaucoup. Nous avons répondu à de nombreuses questions dans le chat. Nous savons que nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions parce que nous avons eu beaucoup d'orateurs. Nous avons essayé de faire, nous essaierons de partager l'enregistrement et les diapositives avec l'ensemble d'entre vous par email. Et si vous avez des questions, eh bien sûr, vous pouvez entrer en contact avec nous pour que nous puissions y répondre. Je vais repasser la parole à Leslie Porris. Leslie est la coprésidente du groupe de travail sur le dialogue politique de haut niveau de l'approche sectorielle. Elle est également responsable politique du financement chez WaterAid. Leslie, vous avez la parole pour conclure ce webinaire. You're on mute, Leslie. Merci. Merci beaucoup, Anjani. Merci de cette présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un enjeu pour moi de résumer ce qui a été dit au cours de cette conversation très enrichissante et j'aimerais remercier l'équipe du secrétariat et du SWA à l'heure et d'inviter ces voix pleines d'aspiration. Et c'est vrai que le SWA joue un rôle très important dans cette conversation sur le climat et en collaboration avec la communauté sur l'eau et l'assainissement. Pour résumer le voyage que nous venons de vivre tous ensemble, eh bien, je crois que nous pouvons parler de la COP et de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et nous pouvons parler des nouvelles actions, des nouvelles directions, des nouvelles opportunités que nous devons suivre en tant que communauté. Et grâce au travail que le SWA a réalisé au cours des dernières années, eh bien, nous avons participé de manière plus solide à cette conversation. Je regarde mes notes, j'essaie vraiment de résumer ce qui a été dit. Nous avons entendu parler des différents rôles que nous devons adopter, Animesh ainsi que d'autres, et Juliette également. Et on parlait des différentes manières pour les différents partenaires de prendre des actions et pour nous assurer que nos voix sont entendues et pour pouvoir ainsi nous intégrer dans ce processus et faire en sorte que nous avons pu créer des indicateurs sur le climat, l'eau et l'assainissement. Ces indicateurs sont en relation avec l'eau, mais également avec d'autres cibles, avec d'autres thèmes, comme nous l'avons vu. Alejandro a également dit que l'eau et le climat et les communautés de l'eau et de climat devraient collaborer de manière automatique, mais nous en sommes encore bien loin, mais nous travaillons dans ce sens. Et il y a également de nouvelles opportunités pour la coordination et la collaboration, mais en tant que secteur, nous devons également être cohérents en tant que groupe. Et c'est vrai que le rôle du SWA a joué un rôle très important pour essayer d'offrir cette cohérence et cette collaboration pour que nous puissions être plus efficaces. Et Alex nous a également, mais pas seulement Alex, nous a parlé du rôle très important du financement. Et c'est un thème qui a pénétré dans les différentes conversations que nous avons écoutées aujourd'hui. Et le lien avec le financement, mais également avec cette volonté politique de haut niveau, à ce niveau de mobilisation qui est requis. Alex parlait du rôle du GWP, mais on parle également bien, du rôle de l'Union africaine et du G20. Donc, il s'agit également de la participation des leaders politiques et de leur participation, parce que cela va au-delà du niveau national. Il
Il s'agit également de la communication entre les différents pays, entre les différentes régions. Nous avons également entendu parler du rôle important de ces conversations régionales. Il est important également d'avoir des conversations au niveau national. Nous avons entendu plusieurs suggestions pour s'assurer que ces thèmes de l'eau, de l'assainissement sont intégrés dans les CDN et dans les PNA. Et j'ai été inspiré par les exemples de l'Ouganda à l'heure de créer des PNA spécifiques en soulignant l'importance de l'eau en créant un PNA spécifique et en parlant également pour revenir sur ce que disait Max, nous avons vu le rôle de l'engagement politique au plus haut niveau de ce contrat présidentiel dont vous avez parlé, cet appel à l'action pour mobiliser la volonté politique et pour maintenir la responsabilité des gouvernements nationaux. Je crois que l'exemple du Malawi nous rappelle que ces changements sont en train de se produire et c'est pourquoi nous devons prendre des actions. Il ne s'agit pas seulement d'y réfléchir et nous pouvons essayer d'en parler au cours des 5 prochaines années. Non, nous devons prendre des décisions dès maintenant. Il s'agit donc d'une opportunité d'être engagé au niveau pratique et non pas seulement au niveau théorique. Mais Patience et Julia, qui sont mes collègues finalement, et qui ont parlé des CDN et des PNA avec des actions très pratiques qui soulignent l'importance d'avoir des critères clairs, des instructions pour les différentes communautés et cela est en connexion avec le travail du SWA avec d'autres réseaux au niveau local pour le développement d'une définition standard, une définition universelle qui peut être utilisée partout et pour que tout le monde comprenne qui participe à cette conversation. De quoi parlons-nous exactement? Donc, c'est vrai que nous avons écouté ces différentes conversations au cours de 7h30. Merci une fois plus aux participants d'avoir partagé leurs connaissances, leur expérience, mais merci également à toutes les personnes qui nous suivent en ligne, qui réfléchissent aux apprentissages, aux leçons apprises au cours de cette séance d'aujourd'hui. Donc, il est important maintenant de voir le rôle que vous pouvez jouer dans cette conversation continue et importante à la fois. Merci. Merci, Leslie. Merci d'avoir résumé ce webinaire. Nous terminons la séance. Nous partagerons l'enregistrement et nous partagerons également la diapositive. Donc, à la fin de la séance, nous allons vous envoyer un questionnaire. Merci de partager votre compte-rendu avec nous et merci une fois plus de nous avoir rejoints au cours de ce webinaire. Merci aux orateurs et merci à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour que ce webinaire soit un